Lecture audio du conte Anne Lisbeth de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Anne Lisbeth était comme du lait et du sang, jeune et gaie, jolie à voir. Ses dents étaient blanches, ses yeux brillants. Elle avait le pied léger à la danse, le caractère encore plus léger. Qu'en résulta-t-il? Le vilain enfant! Oui, il n'était pas beau. Il fut mis en nourrice chez la femme du fossoyeur. Anne Lisbeth entra au château du comte. On l'installa dans une chambre somptueuse, on la vêtit de soie et de velours. Aucun vent ne devait souffler sur elle, ni personne lui parler durement, car elle en pâtirait, et c'était ce qu'il ne fallait pas. Elle nourrissait le jeune comte, qui était charmant comme un prince, ravissant comme un ange. Oh, comme elle aimait cet enfant! Son propre enfant, eh bien, il était placé. Il était chez le fossoyeur, où la marmite ne débordait pas, mais la bouche écumait. Et le plus souvent, il n'y avait personne à la maison. Mais ce qu'on n'entend pas ne touche personne. L'enfant pleurait et finissait par s'endormir. Et quand on dort, on ne sent ni la faim ni la soif. Le sommeil est une bonne invention. Il y a des années, oui. Avec le temps qui passe, les mauvaises herbes poussent, dit-on. Le garçon d'Anne Lisbeth poussa, et pourtant il était plutôt rabougri, disait-on. Mais il avait grandi entièrement chez le fossoyeur, qui avait été payé pour cela. Anne Lisbeth était entièrement débarrassée de lui. Elle était citoyenne d'une petite ville, agréablement logée, portait chapeau quand elle sortait, mais jamais elle n'allait voir le fossoyeur, qui demeurait trop loin de la ville. Elle n'avait d'ailleurs rien à faire chez ces gens. Le garçon était à eux, et il pouvait gagner sa subsistance, disait-il. Il devait travailler pour sa nourriture, et il gardait la vache rousse de Mads Jensen. Il pouvait bien travailler. Le chien de garde de la blanchisserie du château est assis sur le toit de son chenil, et aboie après tous les passants. Quand il pleut, il rampe à l'intérieur et se couche au sec et au chaud. Le garçon d'Anne Lisbeth s'asseyait au bord du fossé, au soleil, taillait un piquet de bois. Au printemps, il connaissait 3 fraisiers en fleurs, qui sans doute donneraient des fraises. C'était là son idée la plus réconfortante. Mais les fraises ne vinrent pas. Il était assis par la pluie et la bruine, trempé jusqu'à la peau. L'âpre vent séchait ensuite ses vêtements sur son corps. Quand il rentrait à la maison, il était mal reçu, bousculé. Il était laid et vilain, disaient garçons et filles. Ça, il y était habitué. Jamais aimé. Qu'advient-il du garçon d'Anne Lisbeth? Que devait-il en advenir? C'était là son destin, jamais aimé. De la terre ferme, il fut jeté par-dessus bord, partit en mer sur un bâtiment misérable. Il était à la barre pendant que le patron buvait. Il était sale et vilain, gelé et affamé. On aurait dit qu'il n'avait jamais mangé à sa faim, et c'était vrai. L'année s'avançait avec un temps humide et orageux, et le froid pénétrait les épais vêtements, surtout en mer. Et un méchant bateau naviguait sous une seule voile, portant à bord seulement 2 hommes. Et on peut même dire 1 et demi. C'était le patron et son garçon. Toute la journée avait été un crépuscule. Maintenant il faisait plus sombre. Le froid était glacial. Le patron but la goutte pour se réchauffer l'intérieur. La bouteille était vieille et le verre aussi. Celui-ci était intact dans le haut, mais le pied était cassé, et il avait été remplacé par un bloc de bois peint en bleu sur lequel il pouvait se tenir. Une goutte fait du bien, 2 en font encore plus, se dit le patron. Le garçon était à la barre, qu'il manœuvrait de ses dures mains goudronnées. Il était laid, ses cheveux étaient hérissés, son corps chétif et rabougri. C'était le garçon du fossoyeur. Dans le registre paroissial, il était inscrit comme fils d'Anne Lisbeth. Le vent coupait la figure, le bateau fendait les vagues, la voile se gonflait, le vent avait prise, on courait à toute allure. On était pris dans le froid et l'humidité. Mais cela pouvait s'aggraver encore. Stop! Qu'y a-t-il? Que signifie ce choc? Qu'est-ce qui s'est cassé? Qu'est-ce qui arrive au bateau?
Il s'est retourné. Un nuage a-t-il crevé? Un coup de mer est-il survenu? Le garçon à la barre a crié « Jésus !» Le bateau avait cogné un gros rocher au fond de la mer et s'enfonça comme un vieux soulier dans un étang. Il sombra, comme on dit, avec hommes et rats. Et il y avait des rats, mais un homme et demi seulement, le patron et le garçon du fossoyeur. Personne ne vit cela, sauf les mouettes qui criaient et les poissons d'en bas. Encore ne le virent-ils pas bien, car ils s'écartèrent effrayés lorsque l'eau s'engouffra dans le bateau qui s'enfonçait. Il était à peine à une brasse sous l'eau. Les voilà disparus tous les deux. Disparus, oubliés. Seul le verre au bloc de bois peint en bleu ne sombra pas. Le bloc de bois le maintint à la surface. Le verre s'en alla à la dérive pour être brisé et jeté sur le rivage. Où et quand? Ça n'avait pas d'importance. Il avait fait son service et avait été aimé. Le garçon d'Anne-Lisbeth ne l'avait pas été, mais dans le royaume du ciel, aucune âme ne pourra plus dire « jamais aimé ». Anne-Lisbeth vivait dans la petite ville déjà depuis de nombreuses années. On l'appelait madame, et elle se rengorgeait surtout lorsqu'elle parlait de vieux souvenirs, du temps passé chez le comte, où elle allait en carrosse et pouvait parler à des comtesses et des baronnes. Son gentil petit comte était le plus charmant ange de Dieu, l'être le plus affectueux. Il l'avait aimé comme elle l'avait aimé. Ils s'étaient embrassés, caressés. Il était sa joie, la moitié de sa vie. Maintenant il était grand. Il avait 14 ans. Il était savant et superbe. Elle ne l'avait pas vu depuis le temps où elle le portait sur ses bras. Des années avaient passé sans qu'elle revît le château du comte. C'était un vrai voyage d'y aller. Il faut que je m'y rende un jour, dit Anne-Lisbeth, que j'aille voir ma Gloire, mon délicieux jeune comte. Oh, il désire sûrement me revoir. Il pense à moi. Il m'aime lorsqu'il m'entourait le cou de ses bras d'ange et disait « Anne-Lys !» C'était comme un violon, oui. Je vais y aller et le revoir. Elle alla en charrette à transporter les veaux, puis s'en fut à pied, arriva au château du comte, qui vu du dehors était toujours grand et superbe, avec son jardin tel qu'autrefois. Mais dans la maison, les gens étaient tous étrangers. Pas un d'entre eux ne savait rien d'Anne-Lisbeth. Ils ignoraient de quelle importance elle avait été ici en son temps. La comtesse leur dirait bien, son cher garçon aussi. Oh, qu'elle était impatiente de le voir! Et Anne-Lisbeth était toujours là. Elle dut attendre longtemps, et c'est long d'attendre. Avant le moment du repas, elle fut appelée auprès de la comtesse, qui lui parla fort aimablement. Elle devait voir son cher garçon après le déjeuner, et on la rappela. Comme il était devenu grand et mince, et quels yeux ravissants il avait, et quelle bouche d'ange! Il la regarda, mais sans dire un mot. Il ne la reconnaissait pas, évidemment. Il se retourna, voulait s'en aller, mais alors elle lui prit la main, où elle lui imprima un baiser. Allons, c'est bon, dit-il. Et il sortit de la salle, lui l'objet de l'amour d'Anne-Lisbeth, lui qu'elle avait aimé et qu'elle aimait par-dessus tout, lui sa fierté sur terre. Elle sortit du château sur la route, bien triste. Il avait été si distant, n'avait eu aucune pensée pour elle, aucune parole. Lui à qui elle pensait jour et nuit autrefois, et à qui elle pensait toujours. Un gros corbeau noir vint se poser devant elle sur la route, cria et croassa. « Aïe, dit-elle, quel oiseau de malheur es-tu » Elle passa devant la maison du fossoyeur. Sa femme se tenait devant la porte, et elles causèrent ensemble. « Tu es en bonne forme, dit la femme du fossoyeur. Tu es grosse et grasse, ça va bien pour toi. Pas mal, dit Anne-Lisbeth. Le bateau a sombré avec eux, dit la femme du fossoyeur. Alors, le patron et le garçon se sont noyés tous les deux. C'est fini pour eux. J'avais pourtant l'idée que le garçon aurait pu un jour me rapporter quelques sous. Il ne te coûtait plus rien, Anne-Lisbeth. Ils se sont noyés, dit Anne-Lisbeth, et elles n'en dirent pas plus long sur ce sujet. Anne-Lisbeth était désolée, parce que son jeune comte n'avait pas daigné lui parler, à elle qui l'aimait,
et avait parcouru ce long chemin pour aller le voir. Ça lui avait coûté de l'argent. Le plaisir qu'elle en avait eu était médiocre. Mais de cela elle ne dit mot. Elle ne voulait pas soulager son cœur en parlant à la femme du fossoyeur, qui pourrait croire qu'elle n'était pas bien vue chez le comte. Et le corbeau croassa encore au-dessus d'elle. Ces cris me font peur aujourd'hui, dit Anne Lisbeth. Elle avait apporté du café en grains et de la chicorée. Ce serait œuvre de charité envers la femme du fossoyeur de le lui donner pour préparer un bol de café. Anne Lisbeth pourrait en avoir aussi une tasse. Et la femme du fossoyeur alla faire bouillir le café, et Anne Lisbeth s'assit sur une chaise où elle s'endormit. Alors elle rêva de celui dont elle n'avait jamais rêvé encore, ce qui était bien singulier. Elle rêva de son propre enfant, qui avait eu faim et avait braillé, ici, dans cette maison, y avait été laissé à l'abandon, et gisait maintenant au fond de la mer, Dieu savait où. Elle rêva qu'elle était assise où elle était, et que la femme du fossoyeur était sortie pour faire le café. Elle pouvait sentir l'odeur des grains, et dans la porte se tenait debout un être charmant, aussi beau que le jeune comte, et cet enfant disait « Le monde va périr maintenant. Tiens-toi fortement après moi, car tu es tout près, car tu es tout de même ma mère. Tu es un ange dans le royaume du ciel. Tiens-toi fortement après moi. » Il la saisit, mais un terrible vacarme s'éleva. C'était sans doute le monde qui s'effondrait, et l'ange monta et l'atteint solidement par les bras de sa chemise, si solidement qu'elle eut le sentiment d'être soulevée de terre. Mais un poids s'accrochait à ses jambes, très lourd. Elle en avait le dos tout tiraillé. C'était comme si des centaines de femmes se cramponnaient, et elle criait « Si tu es sauvée, nous devons l'être aussi. Tenez bon, tenez bon !» Et elles tenaient bon, toutes. C'était trop. Ritrache! C'était le bruit de la manche qui se déchirait, et Anne Lisbeth fit une chute épouvantable qui la réveilla. Elle fut sur le point d'être renversée avec la chaise sur laquelle elle était assise. Elle en eut la tête si étourdie qu'elle ne put pas du tout se rappeler de ce qu'elle avait rêvé, mais elle savait bien que c'était un rêve fâcheux. On but le café, on bavarda. Puis Anne Lisbeth s'en fut à pied à la ville voisine, où elle devait trouver le roulier, et, le soir même et la nuit, gagner avec lui en voiture son village. Mais lorsqu'elle arriva chez le roulier, il dit qu'on ne pourrait pas partir avant le lendemain soir. Elle réfléchit à ce que ça lui coûterait de rester, supputa la longueur du chemin, et se dit qu'en suivant le chemin qui longe la côte au lieu de la route des voitures, elle aurait presque 5 lieues de moins. Il faisait très beau et c'était la pleine lune. Anne Lisbeth irait donc à pied. Elle pourrait être le lendemain chez elle. Le soleil avait disparu. Les cloches du soir sonnaient encore. Non, ce n'étaient pas les cloches. C'étaient les grenouilles de Péderox qui croassaient dans les marais. Puis elles se turent. Ce fut le silence. On n'entendit pas un oiseau. Tous étaient au repos, et le hibou n'était sans doute pas encore chez lui. Aucun bruit dans les bois ni sur la côte. Elle entendait ses propres pas dans le sable. La mer ne clapotait pas. Tout était sans bruit au loin dans la mer profonde. Mutisme complet des vivants et des morts. Anne Lisbeth marchait sans penser à rien, comme on dit. Elle était absente de ses pensées. Mais les pensées n'étaient pas absentes d'elle. Elles ne nous quittent jamais. Elles sont seulement somnolentes. Aussi bien les pensées animées qui se sont apaisées que celles qui ne se sont pas encore mises en mouvement. Mais les pensées savent bien poindre, elles peuvent s'agiter dans notre cœur ou nous assaillir. Il est écrit « bonne action à sa bénédiction ». Il est aussi écrit « dans le péché réside la mort ». Il y a beaucoup de paroles écrites ou dites que l'on ne sait pas, que l'on ne se rappelle pas. Il en était ainsi pour Anne Lisbeth. Mais tout peut se révéler et venir à l'esprit. Tous les vices, toutes les vertus sont dans notre cœur, dans le nôtre, dans le mien. Ils y sont comme de petits grains invisibles. Vient du dehors un rayon de soleil, le contact d'une main méchante, vous tournez à droite ou à gauche, oui, cela suffit pour en décider. Et le petit grain de blé s'agite, il enfle, il éclate, et répand ses sucs dans tout votre sang. Et vous voilà en route. Ce sont des pensées angoissantes que l'on n'a pas quand on est en somnolence.
mais elles sont en mouvement. Anne Lisbeth était en somnolence. Les pensées étaient en mouvement. D'une chandeleur à l'autre, le compte du cœur est très chargé. C'est le compte d'une année. Beaucoup en est oublié. Péchés en parole et en pensée contre Dieu, notre prochain et contre notre propre conscience. Nous n'y pensons pas. Anne Lisbeth n'y pensait pas non plus. Elle n'avait rien fait de mal contre la loi et le droit du pays. Elle était bien considérée, convenable et honnête, et elle le savait bien. Et comme elle marchait le long du rivage, qu'y avait-il là par terre? Elle s'arrêta. Qu'est-ce qui avait été rejeté sur la côte? Un vieux chapeau d'homme? Où avait-il passé par-dessus bord? Elle s'approcha, resta debout à le regarder. Aïe! Qu'y avait-il là? Elle fut très effrayée. Mais il n'y avait pas de quoi s'effrayer. C'était du varech et des joncs entortillés autour d'une grande pierre oblongue. On aurait dit un homme entier. Ce n'était que varech et joncs. Mais elle fut effrayée. Et en poursuivant sa marche, il lui vint à l'esprit tout ce qu'elle avait entendu dire en son enfance. La superstition du fantôme marin, le spectre de l'homme sans sépulture, qui gisait rejeté sur le rivage désert. Le corps mort de l'homme ne faisait rien, mais son spectre, le fantôme marin, suivait le marcheur solitaire, s'accrochait à lui, exigeait d'être porté au cimetière pour être enterré en terre chrétienne. Il disait « Je tiens bon, je tiens bon !» Et comme Anne-Lisbeth se répétait ces mots-là à elle-même, tout son rêve lui revint soudain à l'esprit avec clarté. Elle se rappela comment les mères se pendaient après elle en criant « Tenez bon, tenez bon !» Comment le monde s'écroulait, ses manches de chemise déchirées, et comment elle tombait, séparée de son enfant qui l'aurait soutenue à l'heure du jugement. Son enfant, le propre enfant de sa chair, celui qu'elle n'avait jamais aimé, à qui même elle ne pensait jamais, il était maintenant au fond de la mer. Il pouvait venir comme un fantôme marin et crier « Je tiens bon, mène-moi en terre chrétienne !» Et comme elle se disait cela, l'inquiétude lui piqua les talons et elle marcha plus vite. La peur vint comme une main moite se poser au creux de son estomac. Elle fut sur le point de se trouver mal. Elle regarda la mer, où l'air s'épaissit de plus en plus. Une lourde brume s'avança, enveloppa buissons et arbres, qui prirent un aspect singulier. Anne Lisbeth se retourna pour voir la lune qui était derrière elle. L'astre était un disque pâle sans rayons. Elle sentait comme une lourde charge qui aurait pesé sur elle. « Tiens bon !» se disait-elle. Et lorsque de nouveau elle se retourna et regarda la lune, il lui sembla que le pâle visage de l'astre était tout près d'elle, et que la brume lui pendait aux épaules comme un drap. « Je tiens bon, mène-moi en terre chrétienne !» crut-elle entendre. Et elle entendit, en effet, un bruit très sourd, tout proche, qui ne venait pas des grenouilles du marais, ni des corbeaux ou des corneilles, car elle ne les voyait pas. Ce bruit disait nettement « Enterre-moi, enterre-moi !» Oui, c'était le fantôme marin, le spectre de son enfant perdu au fond de la mer, qui n'aurait pas la paix tant qu'il n'aurait pas été porté au cimetière et enterré en terre chrétienne. C'est là qu'elle irait, là elle creuserait. Elle marcha dans la direction de l'église, et le poids lui parut s'alléger. Il cessa, et alors elle voulut retourner et rentrer chez elle par le plus court. Mais cela pesa de nouveau. « Je tiens bon, je tiens bon !» C'était comme un coassement de grenouilles, un gémissement d'oiseaux. Elle entendait clairement « Enterre-moi, enterre-moi !» La brume était froide et moite, les mains et la figure d'Anne Lisbeth étaient froides et moites de peur. Elle sentait une étreinte peser sur elle, et au-dedans d'elle, il se fit un grand vide pour accueillir des pensées qu'elle n'avait jamais éprouvées jusqu'alors. En une nuit de printemps, la forêt de hêtres, ici dans le nord, et apparaître un jour ensoleillé dans sa jeune splendeur, et en une seule seconde, au-dedans de nous, peut lever et s'épanouir le germe de péché par pensée, parole ou acte, qui était déposé dans notre vie antérieure, et lève
et s'épanouit en une seule seconde quand la conscience s'éveille. Et notre Seigneur l'éveille quand on s'y attend le moins. Il n'y a pas alors d'excuse. L'acte est là, qui témoigne, les pensées s'expriment en paroles, et les paroles résonnent nettement. Nous sommes épouvantés de ce que nous avons porté en nous sans l'étouffer, épouvantés de ce que nous avons semé par orgueil et par étourderie. Le cœur renferme toutes les vertus, mais aussi tous les vices qui poussent même dans le sol le plus stérile. Anne Lisbeth renfermait dans ses pensées tout ce que nous avons dit avec des mots. Elle en était accablée, par terre, s'y traîna en rampant. Enterre-moi, enterre-moi, entendait-elle. Et elle aurait voulu surtout s'enterrer elle-même, si la tombe avait pu être un oubli éternel de tout. C'était l'instant de la gravité qui s'évaït dans l'horreur et l'angoisse. La superstition pénétra brûlante et froide dans son sang. Tout ce dont elle n'aurait jamais voulu parler lui vint à l'esprit. Sans bruit, comme l'ombre du nuage au clair de lune, passa devant elle une vision, dont elle avait déjà entendu parler. Tout près d'elle couraient 4 chevaux fumants. Le feu leur sortait des yeux et des naseaux. Ils tiraient un carrosse flamboyant où était assis le méchant seigneur qui, 100 ans plus tôt, avait sévi dans la région. Tous les jours à minuit, disait-on, il s'engouffrait dans son château et en ressortait aussitôt. Il n'était pas blanc, comme on dit que sont les morts. Non, il était noir comme charbon, un charbon éteint. Il fit signe à Anne Lisbeth et l'appela d'un geste. Tiens bon, tu pourras encore t'asseoir dans la voiture du comte et oublier ton enfant. Elle précipita ses pas et atteignit le cimetière. Mais les croix noires et les corbeaux noirs se confondirent à ses yeux. Les corbeaux criaient comme avait crié le corbeau dans la journée, mais cette fois, elle comprit ce qu'il disait. Je suis mère corbeau, je suis mère corbeau, disait chacun d'eux, et Anne Lisbeth savait que ce nom la concernait aussi. Elle serait peut-être muée en un gros oiseau comme celui-ci, et devrait constamment crier ce qu'il criait si elle ne creusait pas la tombe. Alors elle se jeta par terre, et de ses mains elle creusa une tombe dans le sol dur, si bien que le sang lui jaillit des doigts. Enterre-moi, entendait-elle sans cesse. Elle craignait le chant du coq et la première ligne rouge à l'est, car s'ils arrivaient avant que son travail fût fini, elle était perdue. Et le coq chanta, et l'est s'illumina. La tombe n'était creusée qu'à demi. Une main glaciale glissa sur sa tête et sa figure, descendant jusqu'à la place du cœur. Rien qu'une demi-tombe, soupira cet être, qui disparut au fond de la mer. C'était bien le fantôme marin. Anne Lisbeth s'affaissa par terre, épuisée, accablée, elle n'avait plus ni sentiment ni pensée. Il faisait grand jour lorsqu'elle revint à elle. 2 hommes la soulevaient. Elle n'était pas couchée dans le cimetière, mais en bas, sur le rivage, et elle y avait creusé devant elle un trou profond dans le sable, et s'était coupé les doigts jusqu'au sang avec un ver brisé dont le pied tranchant était piqué dans un bloc de bois peint en bleu. Anne Lisbeth était malade. La conscience avait battu les cartes de la superstition, les avait triées, et en avait conclu qu'elle n'avait plus qu'une moitié d'âme, que son enfant avait emporté l'autre moitié au fond de la mer. Jamais elle ne pourrait s'envoler vers la grâce du ciel avant d'avoir recouvré la moitié retenue dans l'eau profonde. Anne Lisbeth rentra chez elle. Elle n'était plus la même qu'auparavant. Ses idées enchevêtrées étaient comme les fils du filet. Elle n'en avait débrouillé qu'un fil. L'idée de porter le fantôme marin au cimetière, de lui creuser une tombe et de recouvrer ainsi son âme entière. Bien des nuits elle fut absente de chez elle, et toujours on la trouva sur le rivage, où elle attendait le fantôme marin. Une nuit entière s'écoula ainsi, et une nuit elle disparut de nouveau, mais on ne put la retrouver. Toute la journée suivante se passa en recherches inutiles. Vers le soir, lorsque le sacristain entra dans l'église pour sonner la fin du jour, il vit Anne Lisbeth, qui gisait devant l'autel. Depuis les premières heures du matin, elle était là,
presque sans force, mais ses yeux étaient brillants, son visage avait une rougeur éclatante. Les derniers rayons du soleil l'éclairaient. Ils illuminaient, sur la table de l'autel, les fermoirs polis de la Bible, qui étaient ouvertes sur les paroles du prophète Joël. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, retournez au Seigneur. C'était par hasard, a-t-on dit. Que ne se produit-il pas par hasard? Sur la figure d'Anne Lisbeth, irradiée par le soleil, on pouvait lire paix et grâce. Elle se sentait bien, disait-elle. Elle avait retrouvé ce qui lui manquait. Cette nuit, le fantôme marin, son propre enfant, était venu à elle. Il avait dit « Tu ne m'as creusé qu'une demi-tombe, mais en une année entière, tu m'as maintenant fait une tombe entière en ton cœur. Et c'est là qu'une mère garde le mieux son enfant. » Et il lui avait rendu sa moitié d'âme perdue, et l'avait menée à l'église. Maintenant, je suis dans la maison de Dieu, dit-elle, et là on est sauvé. Lorsque le soleil fut tout à fait en bas, l'âme d'Anne Lisbeth fut tout à fait en haut. On n'atteint aucune crainte. Quand on a combattu jusqu'au bout d'ici-bas, et Anne Lisbeth avait combattu jusqu'au bout. Fin de la lecture du conte Anne Lisbeth. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.